publié plus de presque 220 albums, j'ai fait des tonnes de BD, j'ai travaillé dans plein de journaux. Là, je continue à, comment dirais-je, j'essaie de distribuer tous les jours pour l'humanité. Je vais bientôt faire en rentrant dans le lève de 1300e. Voilà, donc tous les jours, voilà, pour moi, c'est vraiment la bande dessinée. Depuis que j'ai 7 ans, c'est une passion. Et je suis bien content d'avoir réussi à en vivre tant bien que mal pendant autant d'années. Oui, donc je suis le dessinateur de Mission Antarctique. Donc voilà, donc mon parcours est assez atypique dans le sens où j'ai une formation de technicien, j'ai un BTS en mécanique automatisme, mais passionné de la bande dessinée, par la bande dessinée depuis tout petit, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Donc le chemin a été long pour y arriver. J'ai une dizaine d'albums maintenant à mon actif. J'ai travaillé aussi donc pour Pif Gadget quand François avait repris les rênes, c'était en 2004, c'est ça? De 2004 à 2009. Oui. Donc à ce moment-là, je travaille aussi, donc je fais des couvertures de romans, des illustrations, des jeux pour enfants, donc pareil, pas mal d'activités diverses et variées, mais surtout maintenant dans le dessin, depuis plus de 20 ans, quoi. Ben moi, j'avais déjà fait un album d'Alix chez Casterman, et moi j'étais arrivé chez Casterman pour faire j'avais envie de faire des histoires de Lefranc. Donc ça, c'était un projet de, comment ça s'appelle? Normalement, ça aurait dû faire 2 albums, et on l'a réduit en un seul. J'arrête tant qu'il ferme la porte. Non. Et j'avais vu, bon, comment j'avais travaillé avec Christophe. Enfin, j'avais pas travaillé avec lui, mais il avait travaillé pour le journal dont je m'occupais, donc Pif Gadget. Il m'avait montré une planche de Black et Mortimer qu'il avait fait parce qu'il adorait ça. Et je lui ai proposé de faire un essai sur Lefranc, parce que j'avais déjà écrit l'histoire qui était déjà faite. Et il m'a envoyé de chouettes dessins, que j'avais envoyé à l'époque au responsable éditorial. Et ça n'avait pas eu de suite. Et quand la direction a changé chez Casterman, ça a été remis sur le tapis, et ça s'est passé très vite, quoi. Voilà. Parce que c'est quand même le meilleur là-dessus, donc voilà. Alors graphiquement, compliqué, c'était assez étonnant parce que quand François m'a proposé de faire des essais, j'avais jamais vraiment imaginé reprendre une série comme Lefranc. Donc c'était surprenant et je me suis dit, bah, tiens, j'aime bien les challenges. Je veux dire, quand on me propose des choses sur lesquelles j'ai jamais travaillé, donc je me suis dit, tiens, c'est un beau challenge à réaliser. Et c'est vrai que je suis tout de suite parti dans un côté technique, dans le sens, j'ai essayé d'analyser le trait de Martin, de Jacques Martin. Et sans m'occuper de toute l'aura de son œuvre, donc vraiment faire un travail de technicien en disant bon, comment ça a été monté, comment le dessin est construit, comment le dessin est bâti. Et c'est vrai que comme je suis un fan de la bande dessinée franco-belge depuis tout petit, quoi, c'est Tintin qui m'a donné envie de faire ce métier. Donc quelque part c'était assez naturel parce que je retrouvais des codes que j'avais déjà inconsciemment assimilés. Donc ça s'est relativement bien passé et je pensais avoir plus de contraintes, plus de difficultés à me mettre un peu dans ce moule, mais ça a été relativement plus simple que ce que je pensais. Alors c'est vrai qu'après on peut toujours trouver des différences, c'est sûr, je ne suis pas Jacques Martin de toute façon, mais ça a été plus simple que je pensais et j'ai trouvé vraiment énormément de plaisir à travailler sur cet album parce que quelque part après avoir évacuer le côté charge sur les épaules en disant c'est une œuvre quand même hyper importante. Je me suis dit, j'ai fait aussi mon album, on va dire, en tant que dessinateur, comme si c'était vraiment le mien, en essayant d'être le plus proche possible et le plus respectueux possible de l'œuvre de Jacques Martin. Non, moi, je veux dire, parce qu'en voyant les planches arriver au fur et à mesure, et ce qu'il y a de bien avec les planches de Christophe, c'est que c'est tout à fait dans le respect, on sent Jacques Martin dans l'aspect général, mais on sent surtout la patte de quelqu'un qui est vraiment un créateur derrière et qui se l'approprie. Donc ça c'est important. C'est pas uniquement c'est pas de la table lumineuse ou de la copie conforme, quoi. Voilà. Oui, et c'est vrai qu'il n'y a pas du tout eu de table lumineuse parce que des fois c'est un procédé qu'on peut utiliser pour essayer de se mouler par rapport à le style d'un artiste, c'est d'agrandir par exemple des dessins et à la table lumineuse d'essayer de les recopier entre guillemets pour s'inspirer du dessin. Ça je ne l'ai pas fait du tout, quoi. Donc j'ai vraiment
travailler, ce que je disais tout à l'heure, comme un technicien du trait en ayant des agrandissements des pages et pour analyser comment le trait était fait. Pour donner un exemple, quand je travaille vraiment sur mes propres créations, j'utilise par exemple des hachures. Dans le dessin de Jacques Martin, il n'y a aucune hachure. Il y a des aplats noirs, des traits fins, des déliés, des pleins et déliés. Donc une fois que j'avais compris ce système, quelque part, je n'ai pas cherché à singer, comme on dit, le dessin de Jacques Martin. Comme dit François, j'ai essayé de me l'approprier en le faisant mien, mais en gardant voilà, le côté technique du trait. C'est toujours surprenant, mais on s'est déjà arrivé, alors je ne sais plus, il me semble que c'était dans la Camarilla, où on le voit sur une ou deux cases où il est glabre. Et donc, alors j'étais un petit peu, comment dire, frustré dans le sens parce que c'est vrai qu'il a un tel charisme. Je l'aurais bien dessiné. Voilà, exactement. Ça sera pour une prochaine fois avec la barbe. Mais c'est intéressant parce que je trouve que ça peut permettre justement au niveau du lecteur de le secouer un peu en disant bah tiens, on vous propose aussi un autre biais, quoi. Je peux rassurer Christophe parce que si on continue le franc et dans un des prochains albums, on a laissé une porte ouverte dans celui-là pour faire une suite. Et là, il n'aura pas pu se raser, quoi. Je vous ai dit que j'avais beaucoup aimé le Mystère Borg et qu'à la fin du Mystère Borg, sous les traits du marquis, je me souviens plus de son nom, il quitte son palais vénitien et il dit au revoir à des tableaux, Tintoré, machin. Et je me suis dit, où c'est qu'il s'est procuré les tableaux? Et comme les nazis avaient pillé la plupart, j'ai essayé d'imaginer une histoire un peu abracabantesque, comme dirait votre collègue, pour comment dirais-je, expliquer comment il s'était procuré ces tableaux-là, quoi. C'est donc tout le monde a cru, quand l'album a été annoncé au fur et à mesure, que c'était une histoire de soucoupe volante. C'est vrai qu'au tout début, c'était vraiment Hergé avec Tintin, où je trouvais que c'était vraiment fabuleux d'arriver à raconter, puis à évoquer des choses avec si peu de traits, et avec une économie de moyens vraiment exceptionnelle. Et après, j'ai eu plusieurs périodes. Donc, pendant l'adolescence, après, j'ai découvert Rahan avec le mouvement, ça donnait une pêche dans Pif, hein, au tout début. Donc là, ça a été vraiment fabuleux. Après, j'ai découvert les comics avec Spider-Man, Iron Man. Donc ça, c'était pareil, avec des angles de vue, justement, qui étaient étonnants. Les personnages qui pouvaient vieillir, mourir. Donc ça, c'était une claque aussi. Et c'est ce mélange... Et c'est encore après, oui, de mémoire, où j'ai découvert Blake et Mortimer assez tardivement. Et là, je me suis dit, mais c'est de la ligne claire par rapport à Tintin, que j'adore. Et je me suis dit, mais là, en plus, il y a des ambiances, mais formidables, quoi. Je trouve que... Et donc, c'est vraiment ce mélange entre Rahan, Tintin, Blake et Mortimer, Ricochet aussi à une époque, Spider-Man, qui a fait que ça donne ce que je suis maintenant. Donc, bon, j'arrive pas trop forcément à définir. Mais voilà, c'est vraiment des influences très diverses. Ah, moi, mes 2 mètres à penser, j'en ai eu 3, et c'est surtout Michel Gregg, qui était un ami, Jean-Michel Charlier, que je vénère, et d'une certaine façon, parce que j'ai appris aussi à travailler avec eux, c'était Roger Lecureux et Jean Olivier, qui étaient les 2 scénaristes de chez Vaillant, quoi, voilà. Mais sinon, comme scénariste, moi j'adore les scénarios de Tillieu ou de gens comme ça, quoi. Voilà. Mais Gregg, Charlier et les 2 autres, oui, ça c'est. Et après, j'ai découvert la claque dans la gueule, c'est Alan Moore. Mais ça, c'est le genre de BD que moi je ne sais pas faire et que j'adore lire, mais je trouve ça tellement formidable que voilà. Là, il vient de faire un bouquin, il vient de sortir un bouquin que j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais quand vous y rentrez sur une façon, sur Lovecraft et tout un tas de choses, c'est assez intéressant. En termes de BD, moi, je continue à faire pif. Là, on a une autre série qu'on doit reprendre, mais on ne peut pas dire laquelle c'est. Et voilà. Là, je suis en train on va travailler sur le prochain Le Franc, entre autres. Et là, je travaille moi sur le prochain Jeunesse de Blueberry. Plus tout un tas de bêtises autour. Oui, donc logiquement, ça devrait être vraiment le franc. Bon, il y a des choses en interne, Casterman à régler. Et nous, on attend le feu vert pour démarrer une nouvelle histoire, parce que bon, François a déjà préparé un synopsis. Donc moi, je suis prêt à partir sur le franc. Donc il y a une autre série aussi sur laquelle on travaille. Et d'autres projets, depuis déjà de longs mois, qui peuvent éventuellement aussi aboutir. Donc... Et je veux dire que le prochain Le Franc qu'on doit faire, c'est pas du tout la suite de celui-là, donc
Et c'est censé se passer... Non, pas censé. Ça se passe en France, dans le terroir, dans l'Aveyron, le plateau de l'Aubrac, voilà, et avec retrouver un peu les racines françaises de Lefranc, comme dans le repère du loup, dont je parlais tout à l'heure. Voilà, c'est ne pas faire uniquement de Guy Lefranc une sorte de reporter qui va, enfin, de globe-trotteur, quoi, parce que, voilà. Ne pas l'envoyer n'importe où, sous le prétexte de l'envoyer n'importe où. Là, c'est vraiment compliqué pour moi, parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à avancer, dans le sens, comment dire, si je me retourne vers des personnages clés pour moi, comme Hergé, Jacobs, quelque part, j'ai pas forcément envie d'aller dans leur tête pour voir éventuellement leur souffrance, leurs doutes. Mais pour imaginer et tout, je sais pas. Moi, c'est vraiment compliqué pour me projeter dans la tête de quelqu'un d'autre. Je suis un peu désolé, mais... Vous parlez d'un mort ou d'un vivant? Non, je veux dire, c'est vrai qu'il y a tellement de gens, moi, qui m'ont donné envie de faire ce métier, donc je ne veux pas me projeter dans la tête de scénariste. S'il y a quelqu'un, si je devais vraiment, si on était obligé, voilà, vous êtes obligé de vous projeter dans la tête d'un auteur de BD, un truc qui, moi, me transcende quand je le lis dans tous les dialogues et tout ça, ce serait dans la tête d'Hugo Pratt. Parce que Hugo Pratt c'est sa culture, c'est tout ce qui, moi, me passionne au niveau de ce qu'il transmet en filigrane à travers les dialogues, à travers les textes de tous ces bouquins que moi j'ai lus après grâce à lui, ou un peu avant lui, enfin pas avant lui, mais sans savoir qu'il existait. Et je trouve ça assez passionnant, parce que oui, ça devait être un beau bordel dans sa tête, et voilà. Voilà, c'est ça. C'est vrai que si on suit le cheminement de François, à la rigueur, l'auteur qui m'impressionne aussi beaucoup, c'est Giraud, Möbius. Donc pourquoi pas aller voir dans sa tête. Bon, ça doit être impressionnant aussi de voir qu'il arrive à créer des univers aussi diversifiés, aussi fous et aussi impressionnants, quoi. Donc pourquoi pas, voilà.